Time to Shift, c'est le podcast qui éclaire sur les enjeux énergétiques et climatiques contemporains pour progresser vers une économie post-carbone. Difficile de parler réduction des émissions de gaz à effet de serre sans en passer par l'épineuse question de l'élevage. La contribution au réchauffement climatique de nos chers veaux, vaches et taureaux interroge sérieusement sur leur avenir dans un monde qui resterait sous les 2 degrés de réchauffement. Mais peut-on vraiment se passer si facilement de ces animaux à 3 ou 4 estomacs ? N'est-il pas possible de faire mieux et autrement, sans arrêter purement et simplement ? C'est ce que nous allons voir dans l'épisode d'aujourd'hui. Avant de commencer, quelques mots sur le cadrage du sujet. Dans la droite ligne de la pensée shiftienne, nous ne traiterons dans cet épisode que des aspects climatiques et agronomiques de l'élevage, et marginalement d'autres sujets environnementaux. Inversement, nous resterons volontairement en dehors de tous les aspects liés au bien-être animal. Si cet angle a toute sa place dans nos débats de société, il sort de notre champ de compétences et du domaine des shifters. Nous espérons que vous n'en serez pas frustrés et place maintenant à la biologie et l'agronomie. Commençons en douceur avec le rappel des enjeux. L'agriculture est aujourd'hui responsable de 20% des émissions de gaz à effet de serre françaises. La spécificité des émissions du secteur agricole, c'est que pour l'essentiel, elles ne sont ni causées par l'énergie, ni par du CO2. Les principaux responsables sont 2 autres gaz très réchauffants. Le méthane ou CH4 pour les chimistes, qui compte pour 46% des émissions du secteur, et le protoxyde d'azote, ou NO2, pour environ 40%. Parmi ces émissions agricoles, la part causée par l'élevage est un peu difficile à estimer, mais elle se trouve très clairement au-dessus de la moitié. Et pour ce qui est du méthane, on peut même dire que c'est la totalité. Pour comprendre cette malheureuse performance, un petit tour dans le système digestif des ruminants s'impose. Au premier temps de la vache, toute seule dans son pré, elle est là. Les ruminants, ce mot un peu grincheux, désigne 4 genres d'animaux. Les bovins, les caprins, les ovins et les camélidés. Malgré un aspect extérieur pour le moins variable, ils ont un point commun décisif. Ils possèdent plusieurs poches digestives et l'une d'entre elles, le rumen, renferme une armada de bactéries capables de faire fermenter la matière végétale ingérée par la bête. Cette fermentation permet de produire, à partir de végétaux peu digestes, des acides gras volatiles qui sont absorbés facilement à travers les parois digestives. C'est comme ça que les animaux acquièrent près des 3/4 de l'énergie dont ils ont besoin. Mais à vrai dire, ce processus s'avère assez peu efficace. Il faut beaucoup de matière végétale ingérée par animal pour produire du lait ou de la viande. Une vache sur un mur qui rumine du pain dur. Rumini, rumina, lève la queue puis s'en va. Côté calories, pour les élevages de bovins laitiers, il faudra en moyenne 7 calories végétales consommées pour obtenir une seule calorie animale. Et pour les élevages de bovins viande, le humeur du secteur, il faudra 25 calories consommées pour une produite. Côté protéines, c'est un peu mieux, avec le rapport de 5 pour 1 pour les élevages de bovins laitiers et 13 pour 1 pour les élevages de bovins viande. Venons-en maintenant au nœud du problème. Cette fermentation, qui a lieu dans le rumen, a un effet collatéral, le dégagement de méthane. Cette petite molécule est abondamment rôtée tout au long de la digestion. Bon, pas de chance, ce gaz a pour particularité de contribuer massivement à l'effet de serre, d'où les scores terriblement pesants de l'élevage dans le bilan national des émissions. Bref, vous comprenez maintenant pourquoi la question de l'utilisation massive de convertisseurs de matière végétale aussi peu performants pose sérieusement question. Mais au fait, comment en est-on arrivé là ? Avant l'émergence du fioul, des tracteurs et des engrais, il existait déjà une forme d'élevage spécialisé utilisée pour valoriser de grands espaces. Les peuples des steppes d'Asie centrale, par exemple, étaient bien souvent des nomades pastoraux, se déplaçant avec leurs troupeaux au gré de la pousse de l'herbe. Plus proche de chez nous, sur le pourtour méditerranéen, vivaient aussi en grand nombre des peuples éleveurs d'ovins, autrement dit de moutons, élevés principalement pour leur laine. Chez les peuples cultivateurs sédentaires, davantage contraints par la surface et donc l'usage des sols, la présence de ruminants posait nécessairement la question de la surface à consacrer à l'entretien de ces animaux par rapport à celle dédiée aux cultures vivrières. Si l'on remonte au néolithique, ces cultivateurs se sont peu à peu adjoints des bovins pour leur force de travail et sans doute également pour d'autres atouts, fertilisation, viande, lait, cuir, vêtements. Mais la part de consommation de produits animaux est restée relativement limitée.
Finalement, l'élevage spécialisé pour la production de denrées alimentaires est assez récent. Son essor émerge en France après la Seconde Guerre mondiale. Il est en fait permis par 2 principaux phénomènes qu'on va vous résumer un peu grossièrement, podcast oblige. Premier facteur, la libération des animaux de trait. Eh oui, la révolution industrielle, ce n'est pas simplement le remplacement de la force humaine par des machines, mais aussi celle des animaux. Tracteurs, bus, camions et voitures permettent de libérer les animaux d'élevage, essentiellement des ruminants, pour leur usage comme force motrice. Ils seront dès lors disponibles pour leur lait et leur viande. Deuxième facteur, ces mêmes tracteurs, combinés à des engrais de synthèse et autres substances agrochimiques, vont venir booster la croissance des plantes et donc la productivité par hectare. Forcément, si on produit plus, on peut gaspiller plus. Résultat, de nombreuses surfaces agricoles ne sont désormais plus dédiées directement à produire la nourriture des humains, mais plutôt celle des animaux pour produire davantage de viande et produits laitiers. Ajoutons à cela le transport, qui a permis de spécialiser les régions en déplaçant les produits agricoles sur de grandes distances, et on en arrive au paysage agricole d'aujourd'hui. Alors, avec moins d'énergie, faudrait-il se débarrasser de ces ruminants ? Pas si vite. Il y a au moins 3 raisons pour y réfléchir à 2 fois avant de jeter tous les veaux avec l'eau de la mangeoire. Veau, mon petit veau, tu ne boiras pas d'eau, tu boiras du lait, ah mais tu boiras du lait. Pour notre première raison, commençons par revenir à la physiologie exceptionnelle des ruminants avec leurs estomacs multiples et le fameux rumen. Alors oui, c'est vrai, nous avons dit que la technique de la fermentation dans le rumen n'était pas très efficace d'un point de vue bilan énergétique. Sauf que, grâce à elle, ils sont les mieux adaptés pour tirer de l'énergie de cet aliment ingrat et indigeste qu'est l'herbe, qu'elle soit pâturée ou récoltée. Et ça leur donne un énorme avantage par rapport aux porcs, volailles ou encore humains, pauvres monogastriques que nous sommes. Essayez donc de nourrir l'un de ceux-là à partir d'un terrain pauvre où rien ne pousse sauf cette maudite herbe. Bon, vous nous pardonnerez une légère impasse sur les mérites et faiblesses des chevaux et des ânes, on garde ça pour un prochain épisode. Du coup, aujourd'hui, c'est grâce aux ruminants que nous pouvons valoriser des zones à faible potentiel agronomique, autrement dit des mauvaises terres. Dans ces zones peu productives, l'élevage vache ou mouton est le moyen le plus efficace de produire de l'alimentation humaine, avec très peu d'engrais et minéraux issus de l'extérieur. Bien joué, les gars. Et on ne parle pas ici d'un sujet de niche. Les surfaces concernées sont énormes, puisque les surfaces dites toujours en herbe représentent environ 8 millions d'hectares en France, soit 30% de la surface agricole totale. Passons à notre seconde raison, le rôle des pâturages pour la biodiversité. Le maintien de l'élevage sur les prairies permet de conserver des milieux ouverts qui, sans cela, auraient tendance à se recouvrir de forêts spontanément. Et c'est une très bonne nouvelle pour la biodiversité spécifique qui y vit, particulièrement riche et dont certains enchantent nos journées d'été. Sans élevage, dites au revoir à une bonne partie des grillons, criquets, sauterelles et papillons. Pour notre troisième raison, revenons à un sujet plus strictement agronomique avec une autre notion, les prairies dites temporaires. Ce sont les prairies qui sont intégrées dans une alternance de cultures au fil des ans sur une même parcelle. C'est ce qu'on appelle une rotation. Pendant 4-5 ans, la mise en place d'une prairie permet de reposer le sol. Selon ce qu'on y sème, la prairie temporaire pourra fixer de l'azote et du carbone grâce aux légumineuses prairiales et se recharger en minéraux grâce au fumier des animaux qui y pâturent. Cette alternance permet aussi de limiter la pression des mauvaises herbes et de perturber les cycles des ravageurs. Des bestioles parmi d'autres dans les écosystèmes naturels, mais qui nous embêtent plus que la moyenne dans les agrosystèmes. Pensons notamment aux pucerons, campagnols ou champignons. En bref, faire pâturer des animaux sur des prairies naturelles ou temporaires permet d'optimiser la production de protéines de haute qualité consommables par l'homme avec peu de mécanisation et énergie fossile. En langage agricole, cela veut dire qu'une vache qui pâture, c'est une barre de coupe à l'avant et un épandeur à fumier à l'arrière. Alors, si on doit réduire le cheptel sans renoncer aux avantages procurés par le pâturage en prairie, à quoi faut-il s'attaquer en premier ? Aujourd'hui, nous sommes assez loin de l'image d'Épinal de la vache qui pâture sous un pommier. Et oui, pour les vaches laitières, le maïs est devenu en moyenne le premier fourrage consommé, devant l'herbe pâturée et l'herbe fauchée, et représente jusqu'à 50% des fourrages consommés dans certains modèles d'exploitations agricoles. Ce maïs est dit ensilage parce qu'il est fermenté, un peu comme la choucroute. Bonjour aux Alsaciens qui nous écoutent.
Le maïs ensilage est particulièrement utilisé dans les élevages des plaines de l'ouest de la France et beaucoup moins dans les zones montagneuses où le pâturage a encore la part belle dans l'alimentation des vaches laitières. Pour le bovin viande, c'est plus compliqué. Il est principalement resté les pieds dans la prairie, mais le maïs est aussi devenu le fourrage principal pour l'engraissement des jeunes bovins, qu'on appelle aussi taurillons dans le jargon. Au total, ce sont ainsi 1,4 million d'hectares de maïs pour le fourrage des ruminants qui étaient cultivés en France en 2020. Cette culture nécessite de la mécanisation, des semences, engrais, pesticides et parfois même de l'irrigation. Elle doit ensuite être récoltée, stockée, distribuée aux animaux, sans parler de toute la chaîne logistique à mettre en place pour récupérer et épandre les fumiers et lisiers produits en bâtiment. Toutes ces opérations se font à grand renfort d'énergie fossile et sont donc très dépendantes, augmentant la dépense énergétique. Comme ce maïs est très déficitaire en protéines, on lui adjoint du tourteau de soja importé de loin et produit lui aussi à grand renfort d'intrants, voire même de déforestation. Évidemment, l'ensemble de ces opérations sont massivement dépendantes des énergies fossiles. Pour que le tableau soit complet, ajoutons qu'un ruminant n'est pas conçu à l'origine pour digérer du maïs trop riche en amidon, ce qui nécessite un joli cocktail de compléments alimentaires comme le bicarbonate, les levures et autres substances. Inversement, toutes ces terres fertiles utilisées pour le maïs sont autant de terres qui pourraient être disponibles pour produire directement des céréales, légumes et légumineuses destinées à l'alimentation humaine. Vous aurez compris l'idée, dans un monde de plus en plus contraint d'un point de vue énergétique et climatique, il ne semble pas très rationnel de faire transformer des cultures végétales annuelles cultivées sur des terres fertiles par des ruminants logés dans du béton et de l'acier une grande partie de l'année. Mais déroulons la bobine de l'élevage jusqu'au bout en allant faire un tour du côté des monogastriques, cochons et poulets en tête. Les monogastriques, porcs, volailles, palmipèdes, composaient historiquement les animaux de la basse-cour, en se nourrissant principalement des déchets alimentaires. Autrement dit, ils aiment les mêmes choses que nous, blé, maïs, soja, colza, tournesol. Et c'est là un premier problème. Avec les mêmes terres, nourrir ces animaux ou nourrir les humains, tout en diminuant les impacts, il faut choisir. Pour réduire cette concurrence alimentaire, les filières françaises font des efforts pour intégrer une part de plus en plus importante de restes issus de la transformation alimentaire des productions végétales à destination des humains. Les tourteaux de colza sont ainsi utilisés pour l'alimentation animale ou la fabrication des biocarburants. Mais il n'empêche qu'une part significative de près de 25% de surface en culture annuelle reste allouée à l'alimentation des porcs et des volailles. Le second point faible de l'élevage des porcs et volailles d'aujourd'hui, c'est qu'il est beaucoup moins complémentaire d'un point de vue agronomique que l'élevage de ruminants à l'herbe. En effet, en consommant des cultures annuelles à base de céréales, moins stockantes en carbone et azote que des prairies, ces productions apportent moins d'intérêt pour maintenir la fertilité des sols. D'ailleurs, l'afflux de nutriments indispensables comme l'azote, le magnésium, le phosphore et le potassium sur ces systèmes est principalement apporté de l'extérieur, y compris par l'importation des récoltes effectuées ailleurs. Et dans l'ouest de la France, c'est plus la proximité des zones portuaires qui a permis le développement de la filière porc que les caractéristiques du terroir. Massivement alimentée par des importations, cette spécialisation territoriale a conduit à des excédents énormes de production d'effluents d'élevage, autrement dit de lisiers fumants et coulants, causant l'accumulation de nitrates dans les cours d'eau, voire dans les cas extrêmes, des algues et marées vertes. Bon, voilà pour le tableau noir des monogastriques. Mais il ne serait pas complet si nous ne vous parlions pas des jolis exemples qui existent ça et là d'élevages complètement intégrés à leur terroir aux bénéfices agronomiques et indéniables. Nous pouvons citer par exemple l'élevage porcin agroforestier traditionnel d'Espagne ou les images plus insolites des canards désherbeurs dans les rizières. Mais bon, question volume, on est un peu dans l'anecdotique. Bref. Élevage, alimentation, climat, énergie. Avant de nous quitter, un petit résumé s'impose. Les atouts des ruminants pour la valorisation des prairies et le maintien de la fertilité des sols invitent à cibler la réduction du cheptel sur les animaux qui ne sont pas nourris à l'herbe. En tendant vers une alimentation 100% herbe autonome, le nombre de bovins par hectare serait plus faible qu'aujourd'hui. Cette transformation du secteur ferait baisser les émissions de méthane par la réduction des effectifs et les émissions de CO2
par la réduction drastique des besoins en mécanisation, engrais et pesticides. Last but not least, le maintien, voire la restauration de prairies permanentes, permettrait un stockage significatif de carbone et la préservation de milieux extraordinairement riches en biodiversité végétale et animale. Pour les monogastriques, porcs et poulets notamment, la voie à suivre est de limiter autant que possible l'utilisation directe dans l'alimentation de céréales et de protéagineux, en priorisant la valorisation des déchets et coproduits. Il s'agira aussi de promouvoir un élevage moins concentré, mieux réparti sur le territoire, facilitant la diffusion des effluents sans risque pour l'environnement. Le podcast Time to Shift est réalisé par les Shifters, les bénévoles du Shift Project. Ce think tank dirigé par Mathieu Ozano et présidé par Jean-Marc Jancovici a un objectif, faire progresser le débat et les actions pour une économie post-carbone. Un monde libéré des énergies fossiles et préservé du changement climatique. À très bientôt pour toujours plus de Shift.